sur la gestion des retraites. Vous avez évoqué ce matin dans le Parisien l'idée de différenciation en fonction de l'espérance de vie. Est-ce que vous pouvez préciser ce point? Alors, sur le premier sujet, je propose un changement profond en termes de répartition des rôles entre le pouvoir politique et les partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous avons des partenaires sociaux qui sont très présents dans la construction de la loi au niveau national, dans la gestion des grands risques, en particulier la retraite, en particulier le chômage, qui est géré de manière paritaire, ou dans les équilibres de la formation professionnelle. Ils ont une place qui est différente depuis une dizaine d'années dans la maladie, où l'État a repris plus de responsabilités. Nous avons des partenaires sociaux qui, depuis la loi 2004, dit Larcher, négocient au préalable de certaines dispositions législatives touchant au Code du travail. Et nous avons des partenaires sociaux qui sont insuffisamment présents, ou vivants, si j'ose dire, dans la branche et dans l'entreprise. Beaucoup moins que dans la plupart des pays européens. C'est ce qui nous a conduit à avoir des partenaires sociaux qui bien souvent font beaucoup plus de politique que de dialogue social. Et qui s'expriment sur des débats nationaux, ils ont leur part de légitimité, ils expriment une sensibilité, mais qui sont détenteurs d'une part d'intérêt général, parfois de manière, à mes yeux, indue, en tout cas qui ne correspond plus à la réalité, et ils sont insuffisamment présents sur le plan syndical dans la vie sociale de l'entreprise d'État. C'est ça la réalité que nous avons construite après le compromis national de 1945. Ce que je propose, c'est de remettre cela en ordre. Nous l'avons fait de gauche et de droite de manière subreptice sur la maladie durant les 15 années du début des années 90 à 2004-2005. Je propose d'aller jusqu'au bout de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le chômage, je propose de changer la gouvernance du système pour le transformer sur le mode de ce que nous avons fait pour l'assurance maladie. Et donc d'acter qu'aujourd'hui le chômage n'est plus un risque sur lequel les salariés se couvrent seuls et qui les concernent seuls et qui devrait simplement être financé par les cotisations sociales. Je dis le chômage, c'est un risque universel qui touche toutes les catégories et qui doit faire l'objet d'une protection universelle, beaucoup plus égale, entre toutes les catégories, agriculteurs, artisans, commerçants, entrepreneurs, et qui doit donc davantage être financé par un impôt. C'est ce que j'ai proposé en termes de changement de la cotisation salariale vers la CSG. Et derrière, je dis la gouvernance du système doit être différente. L'État doit reprendre son rôle et prendre des décisions sur ce système d'assurance chômage, qui devient un système universel. Et d'ailleurs, c'est la réalité, parce que notre système est très hypocrite, puisqu'il est prétendument paritaire, mais comme les partenaires sociaux n'en fixent pas les équilibres, ils n'arrivent pas à le faire, il est garanti par l'État, et depuis des années, c'est la garantie de l'État qui fait vivre le système. Et il y a un peu plus aujourd'hui de 30 milliards de déficit cumulé du système d'indemnisation chômage, qui est financé par qui? Par vous, pas par les cotisations salariales. Donc il n'est de fait plus paritaire dans son financement. Donc je dis juste clarifier les choses, et en même temps les responsabilités. Ne demandons pas aux partenaires sociaux qui ne sont pas responsables de l'intérêt général de prendre des décisions d'intérêt général. C'est au pouvoir politique de le faire, il a cette légitimité. En même temps, j'en change la règle parce que je dis, c'est un système universel. Et donc j'indemnise tout le monde. Mais derrière, comme c'est universel, il n'y a pas de droit acquis au chômage. Et donc je peux contrôler tout le monde. C'est un système de devoir. Si je vous offre une offre décente d'emploi après un bilan de compétences, vous pouvez avoir un refus, mais pas deux. Et donc vous ne pouvez plus me dire j'ai droit au chômage pendant X mois parce que j'ai cotisé X mois pour avoir ce droit. C'est fini. Un système qui est universel avec des droits et des devoirs. De la même façon, sur le plan de la formation professionnelle, je propose que ce soit ce nouveau service public de la qualification et de la mobilité qui détermine la stratégie nationale en lien avec les régions et les partenaires sociaux et définisse quelle est la bonne stratégie et quel est le cursus que doit suivre l'individu qui est sous-qualifié, qui ne peut plus retrouver un emploi. Je vous ai dit, il y en a au moins 1 million aujourd'hui qui sont dans des chômages de longue durée. Derrière, les partenaires sociaux ont un rôle, peuvent délivrer ces prestations, mais ils ne peuvent plus rester dans le système actuel de la formation professionnelle qui aujourd'hui est un système incestueux où les partenaires sociaux, qui soient d'ailleurs parfois des organisations syndicales ou patronales, sont ceux qui prescrivent les formations, les dispensent et se rémunèrent dessus, sans qu'il y ait une vraie évaluation. Et donc nous clarifions là aussi le système avec des vraies responsabilités. Sur le projet des retraites, c'est vers la même transformation que nous avons.
Donc vous voyez, c'est cela que je fais pour clarifier le rôle de chacun et la responsabilité supplémentaire, en effet, que l'État prendra, qui doit être la sienne, dans un régime démocratique où on veut mettre de la transparence, mais en ne niant pas la responsabilité des partenaires sociaux qui seront autour de la table et participeront en particulier aux formations qui sont dispensées. Mais en même temps, je donne plus de place aux partenaires sociaux dans le droit du travail et la négociation au quotidien. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est que la loi définit tout. Notre code du travail augmente constamment, parce que dès qu'on veut améliorer le dialogue social, on réforme la loi. C'est quand même étrange. Donc nous ne sommes pas dans une république contractuelle. Comme je crois au dialogue social, je crois au rôle des syndicats et des partenaires sociaux, mais j'y crois au bon endroit, pas pour faire de la politique, pour faire du dialogue social. Ce que je propose, c'est une réforme profonde qui consiste à simplifier notre code du travail en disant la loi définit les principes fondamentaux et c'est ensuite à l'accord majoritaire d'entreprises ou de branches de définir ce qui, au plus près du terrain, sont les bons équilibres pour les salariés. Donc c'est une vraie confiance que je fais aux organisations syndicales et patronales, mais au bon niveau. Parce qu'on ne simplifiera pas notre code du travail si on ne procède pas à ce changement profond qui est un changement méthodologique et de gouvernance. Les 10 dernières années, nous avons réformé 50 fois le code du travail. C'est intenable. Donc c'est ça le vrai changement et la différence, si vous voulez, profonde qui est la mienne avec les autres projets. Je ne propose pas des changements de paramètres au sein d'un équilibre actuel, je propose de changer en profondeur les rôles, parce qu'aujourd'hui, les acteurs ne sont pas à leur bonne place. Les acteurs ne jouent pas la bonne pièce. Et donc, quand on s'engage devant nos concitoyens pour faire des réformes sociales, qu'elles sont d'intérêt général, c'est au pouvoir politique de les prendre. Quand on veut transformer le droit du travail et les équilibres sociaux, c'est aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. C'est cela ce que je propose. Et donc, dès le début du quinquennat, sur le chômage, la formation professionnelle et la réforme du droit du travail, très rapidement, nous prendrons des textes de loi. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de vous en donner la forme. Je crois aussi à la responsabilité de chacun. L'une des premières décisions que je prendrai sera de nommer personne en fonction de Premier ministre. C'est le Premier ministre qui décidera de ses modalités législatives. Pas au président de la République de le faire. Et derrière, il décidera des modalités parlementaires qu'il entend retenir. Par contre, il est évident que pour la réforme des retraites que je propose, il y aura là un temps de concertation long sur la base des travaux du corps, avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec l'ensemble des pouvoirs politiques. Et mon souhait, c'est que nous puissions organiser là une vraie concertation transpartisane, parce que comme c'est un projet sur le très long terme, il suppose que toutes les forces politiques du pays soient dûment représentées autour de la table. Bonjour, Isabelle Thor de TF1. Ma question est un peu plus personnelle. Vous avez, dans un mensuel, déclaré que vous ne vous aimiez pas. Alors, j'en ai envie de sourire certains. Mais plus sérieusement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous n'aimez pas en vous et qui pourrait gêner, bien sûr, votre action politique? Et est-ce qu'il n'est pas gênant de prétendre diriger un pays sans s'aimer soi-même? Alors, deux choses. La première, c'est que l'amour de soi n'est pas l'estime de soi. Il est impossible de prendre des décisions, de gouverner, de présider, puisque j'aspire à présider et non à gouverner, si on n'a pas l'estime de soi, qui est indispensable pour avoir le recul, pour avoir l'amour des autres et la distance. L'amour de soi qui confine au narcissisme n'est pas une qualité, très rarement. Donc il faut avoir l'esprit de distinction en la matière. J'ai l'estime de moi-même, comme je l'espère chacune et chacun dans cette salle, qui permet le recul, la bonne décision, mais j'ai le droit de ne pas avoir l'amour de moi-même et une contemplation narcissique à l'égard de votre serviteur. Quoi qu'ayant depuis plusieurs semaines, contrairement à un nombre de mes compétiteurs dans cette élection présidentielle, constamment défini les journalistes et les médias comme un contre-pouvoir essentiel à la vie démocratique. Je m'étonne du bovarisme que votre question reflète. Pendant des semaines, vous m'avez dit « Ce monsieur ne contemple que lui-même. Il n'a d'autre discours que lui-même. Au fond, c'est une secte étrange qui se rassemble avec des enthousiastes que nous ne comprenons pas vraiment, mais il n'est que l'incarnation de quelque chose qu'on ne comprend pas. » Des trépignations arrivaient pour demander un projet.
avec beaucoup d'entrain que nous sommes en train de satisfaire. Et le jour où je vous présente un projet, vous me parlez de moi. Donc, continuons sur le projet. Bonjour, Laurent Desvannes de France 2. Est-ce que vous comptez supprimer un certain nombre de fonctionnaires et si oui, de combien? D'abord, je ne compte pas aborder le sujet de l'action publique et de la fonction publique par ce ministre. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne parle pas d'un tableau de chasse, d'un livre de botanique, de zoologie, mais de femmes et d'hommes qui chaque jour font leur travail et dont nous nous félicitons de l'action lorsqu'il y a une attaque terroriste, lorsqu'il y a un risque naturel ou chaque jour lorsqu'on est malade ou qu'on amène ses enfants à l'école. Donc je m'oppose à ce discours de l'action politique qui consiste à voir nos fonctionnaires comme un coût ou comme des têtes qu'il faut couper. Ensuite, je crois à l'action publique, à sa capacité à innover et à se réformer elle-même. Et c'est ce qui est en ligne avec l'esprit que j'évoquais au début de la présentation de ce programme. Je ne pense pas que ce soit à un candidat à la présidence de la République ou à un président de la République de dire combien de postes de fonctionnaires il supprime. J'ai donné un référentiel, 120 000 entre les trois fonctions publiques. J'ai dit qu'on ne pouvait pas, messieurs, supprimer des postes dans la fonction publique hospitalière, mais entre l'État et les collectivités, c'était l'ordre de grandeur. Constitutionnellement, je ne serai jamais le décideur du nombre de postes qu'il faut supprimer dans la fonction publique territoriale. C'est fait partie du pacte de confiance que je présente et propose aux collectivités. Le cœur de ce que je veux faire avec la fonction publique et l'action publique, c'est d'abord de dire qu'on doit avoir un vrai système de responsabilité. Il n'y a pas de réforme qui coupe par en haut auprès d'un seul homme. Certains l'ont tenté, ça s'appelait la revue générale des politiques publiques, ça ne marche pas. Parce que tous les anticorps du système se réveillent et la réforme devient portée au centre, au sommet par quelques-uns. Il n'y a pas un corps social, une entreprise qui se réforme. Et donc, moi je donne des grands objectifs, un cap au pays, je m'engage sur ce cap auprès des Français, je rencontre chaque année, et donc moi je demande des responsabilités à celles et ceux que je nomme. Donc le Premier ministre que je nommerai, les ministres que je nommerai, auront la responsabilité de décliner de manière très précise cet objectif, avec ce qui va la responsabilité des sanctions s'ils ne le respectent pas. Et donc pour moi, la déclinaison sur le plan budgétaire, c'est-à-dire des politiques publiques, de la politique d'achat et de la fonction publique, ce sera au ministre de la définir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ministères où vous ne pourrez pas réduire le nombre de fonctionnaires. Parce que ce sont des fonctionnaires de terrain, d'action. Aujourd'hui, compte tenu de l'engagement, on parle de l'hôpital, on parle des fonctions de sécurité, des fonctions régaliennes, de l'éducation. C'est quasi impossible, même totalement impossible. Il y a des fonctions où on peut en réduire, si on modernise. C'est pour cela que les ministres auront à leur main la possibilité d'investir dans leur politique publique pour moderniser l'action et permettre à leurs fonctionnaires de travailler différemment et d'accompagner leur action dans cette transformation. Il n'y a pas de vraie économie de poste de fonctionnement s'il n'y a pas d'investissement. Et enfin, il y aura aussi une responsabilité des fonctionnaires et de l'encadrement. Je renommerai la totalité des fonctionnaires qui sont nommés en Conseil des ministres dans les semaines qui suivront mon élection. Non pas pour les changer tous, mais pour les changer ou les reconfirmer. Parce que toutes et tous doivent porter avec leurs ministres les objectifs ainsi définis. C'est ce qui d'ailleurs vous permet de ne pas avoir un président de la République qui veuille faire le travail d'un chef de bureau. Ensuite, je donnerai plus de pouvoir aux fonctionnaires sur le terrain. Qu'est-ce qui permet de dégager de l'efficacité de l'économie? C'est de donner une capacité d'innovation, d'initiative, d'interprétation aux fonctionnaires sur le terrain. Ils sont en contact avec les décideurs des collectivités territoriales, avec les élus. Ils ne peuvent plus avoir l'instruction de dossier, la discussion avec l'élu sur le terrain, et derrière attendre 6 mois que l'administration centrale réinstruise le dossier ou leur réponde. Donc, un directeur d'agence régionale de santé, un directeur d'hôpital, un directeur d'école, a fortiori un président d'université, les directeurs d'administration centrale et déconcentrée auront plus de responsabilités et de capacité à faire. C'est ainsi que nous pourrons dégager de vraies économies, de vraies réorganisations, et donc ne pas renouveler plusieurs milliers de postes de fonctionnaires, compte tenu du fait que dans le quinquennat qui vient, 500 000 fonctionnaires partiront à la retraite dans les 3 fonctions.